présenter tout de suite quand on dit Elie Penel, ici en Algérie, c'est sur la toile, c'est évidemment Mediapart. Mediapart qui a bouleversé quelque peu, je dirais, l'information en France. Je suis journaliste. J'ai fait de ce métier une forme d'engagement démocratique. Bien sûr que c'est un métier, on peut y faire carrière, gagner sa vie, avoir une notoriété, du succès, etc. Mais je considère que ce n'est pas tout à fait un métier comme les autres, dans la mesure où la responsabilité du journaliste est au cœur d'un droit des citoyens et des citoyennes. Notre responsabilité, c'est d'apporter à tout un chacun des informations d'intérêt public pour qu'il soit libre et autonome. C'est un enjeu essentiel et qu'il faudra toujours défendre. Vous voyez bien qu'il y a toujours la tentation dans toutes les cultures, dans toutes les époques, que ceux qui ont le pouvoir veulent garder l'information pour eux. Ils veulent que leur domination, leur maintien au pouvoir ne soit pas mis en cause par le fait que le n'importe qui de la démocratie sache ce que eux savent. Au fond, ils se disent, nous savons mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et c'est pour ça que, pour moi, le journalisme a forcément un engagement, non pas partisan, non pas une étiquette de tel ou tel parti, mais il est au cœur de ce défi démocratique. Pour pouvoir être une citoyenne ou un citoyen actif, j'ai besoin de savoir. Pas seulement ce qui est caché, pas seulement les secrets, pas seulement les scandales, pas seulement la corruption, etc. Mais tout simplement savoir ce qui est d'intérêt public. Car si je ne sais pas, je peux être aveugle. La démocratie, ce n'est pas simplement le droit de vote. Si je suis aveugle, je peux voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Si je suis aveugle, je peux soutenir des catastrophes dont je serai amené à payer le prix. Nous en avons un exemple que nous connaissons tous ces 15 dernières années. C'est le peuple américain qui a cru un mensonge d'État devenu mensonge médiatique après le 11 septembre 2001. Nous savons tous que les auteurs des attentats du 11 septembre 2001 n'avaient aucun lien avec l'Irak, aucun lien économique, aucun lien idéologique, aucun lien militaire. Qu'il n'y avait donc aucun lien de raison entre faire face aux attentats d'Al-Qaïda et envahir un pays souverain, l'Irak, détruire ce pays, détruire son État, détruire son armée. Or, l'opinion américaine a accompagné ce mensonge. Elle a accompagné cette tromperie, ce mensonge idéologique d'apprenti sorcier dans ce qu'ils appellent le Building Nation. Ils n'ont rien construit, ils ont beaucoup détruit. Et de cette destruction très violente sont nés les drames actuels, sont nés évidemment l'État islamique et la guerre au cœur de ce pays multiculturel qu'est l'Irak, au cœur de l'islam lui-même, entre sunnites et chiites, et évidemment avec les conséquences pour le monde entier. Et donc, se rappeler cette histoire-là, que vous connaissez parfaitement ici, sur laquelle vous êtes bien informés, mais que je rappelle beaucoup en France, dans l'aveuglement provoqué par l'émotion et par la peur après les attentats, c'est rappeler qu'il faut une presse indépendante, une presse rigoureuse, pour combattre les politiques de la peur. Quand un pouvoir dit au peuple « ayez peur et je m'occupe du reste ».
Soyez comme des lapins pris dans les phares de l'émotion, de la crainte, de la panique, et laissez-moi faire. Et du coup, ne me contrôlez pas, ne me surveillez pas, ne me discutez pas. Donc pour moi, le journalisme, c'est cet enjeu-là, cette question du droit de savoir des citoyens, pour qu'ils soient libres et autonomes. C'est pour ça que le journalisme suppose aussi le pluralisme. Il y a une hiérarchie des informations selon les journaux, selon les médias. C'est dans ce contexte qu'avec Mediapart, nous avons voulu relever ce défi de ce que je pourrais appeler la tradition du journalisme au cœur de nos temps modernes, qui sont des temps de transition, de bouleversement, et évidemment des temps de révolution technologique avec le digital, le numérique. Mediapart, c'est un journal. C'est un journal, pourrait-on dire, du XXIe siècle. Nous avons voulu, comme dans un laboratoire, tester des hypothèses, vérifier que nous avions raison et inventer ce qui nous semble être le modèle de ce que pourrait être une presse du XXIe siècle. Une presse indépendante, considérer que nous, journalistes, nous devons reconquérir la confiance du public. Car le public, s'il doute de la politique, s'il doute des gouvernants, ben il doute aussi des journalistes qui parfois sont trop liés au pouvoir politique, au pouvoir économique. Donc, restaurer la confiance en étant indépendant. Deuxièmement, et Youssef a très bien insisté là-dessus, en étant participatif. Le numérique fait que désormais les journalistes ne sont plus au-dessus de leur public. Ils sont prolongés, discutés, rectifiés, critiqués, approuvés, etc., enrichis, informés par leur public, par leurs lecteurs. Et c'est très important. Beaucoup de journalistes sont déstabilisés par ça. Ils ont l'impression de perdre un magistère. Moi, après 25 ans du journal Le Monde, j'ai eu le sentiment de retrouver une jeunesse, de retrouver tout d'un coup à nouveau la relation avec le lecteur, celle qui vous redonne confiance, où le virtuel de ces machines n'est pas abstrait, c'est une réalité, c'est un lien, c'est une relation qui se fait avec le public. Indépendant, participatif, totalement numérique, montrer que, contrairement à un risque possible, cette révolution technologique n'est pas forcément synonyme de superficialité, d'information en continu, de divertissement. On peut aussi faire un journalisme plus enrichi, mieux documenté, plus sourcé. On peut faire des dossiers, on peut avoir de la mémoire grâce aux liens hypertextes. On peut traduire dans d'autres langues, communiquer. Nos articles, les principaux, sont traduits en anglais et en espagnol, peut-être un jour en arabe, pour que, justement, il y ait cette horizontalité qui fait que nous sommes aussi un média sans frontières, sans papier et sans frontières, qui passe les frontières. Donc, indépendant, participatif, numérique. Et derrière ça, il y avait cette question qui était le pari fou de Mediapart à l'origine. Et j'invite, je sais les difficultés ici avec le système bancaire, avec le problème du paiement en ligne, mais je pense que l'Algérie doit aussi, dans ce moment actuel du bouillonnement de sa jeunesse et de toute cette impatience qu'il y a, elle doit s'interroger, la presse et les médias algériens, sur cette question de défendre la valeur de l'information. Comme vous le savez, Mediapart, à contre-courant du monde entier, nous avons dit être libre, ça a un prix. Être sérieux, ça a un prix. Être indépendant, ça a un prix. Nous avons même inventé un mot d'ordre, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et donc nous avons dit, si vous voulez qu'on existe, il faut nous soutenir. Nous avons défendu cette idée non pas seulement du paiement, de la valeur, de ce lien qui se fait entre des professionnels et des citoyens. Sur cette idée, c'est important.
ce carrefour, cet endroit, cette école populaire, cette université populaire qu'est un journal. Et donc, nous avons défendu ce modèle économique qui a fonctionné. Mediapart est rentable et profitable malgré tous nos adversaires. Nous avons les reins assez solides pour continuer en ne vivant que de nos abonnés. En défendant ce modèle qui, depuis, a été suivi par la presse traditionnelle, qui avait commis cette erreur de dire « mon journal imprimé a un prix et mon journal en ligne n'a pas de prix ». Et s'il n'a pas de prix, eh ben, c'est le divertissement qui gagne, c'est l'audience, c'est le buzz, c'est le people, c'est la superficialité. Ça n'élève pas le débat. Vous savez, au début de Mediapart, et nous savons tous que c'est l'Algérie qui l'a fait, je citais cette phrase d'Albert Camus au moment de la libération, après la Deuxième Guerre mondiale, où en lançant le journal Combat, et d'ailleurs notre manifeste qui a été traduit en arabe par un éditeur égyptien, Sef Safa, s'appelle Combat pour une presse libre. Et dans Combat, dans un des premiers éditoriaux, Albert Camus disait « Notre désir d'autant plus fort qu'il était muet face à un pouvoir autoritaire, répressif, dictatorial, totalitaire, dans le cas du nazisme, notre désir d'autant plus fort qu'il était muet était d'élever ce pays en élevant son langage. » Pour moi, la démocratie, c'est une conversation. Et il faut qu'au cœur de cette conversation, il n'y ait pas la rumeur, il n'y ait pas l'idéologie, le préjugé. Il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des vérités de fait. Et c'est ce que nous devons arriver à produire en étant au service de ce droit de savoir des citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur Mediapart, comme un laboratoire au service de toute la presse et de tous les citoyens du monde. Aujourd'hui, Mediapart est observé, y compris il y a des universités qui font des travaux, même dans ce temple du libéralisme économique qui est l'université d'économie de Chicago. Il y a cette année le case study, c'est Mediapart. Comment ils ont réussi, contre toute attente, à faire ce journal dont je souligne aujourd'hui, et ce n'est pas comme une gloriole, c'est pour montrer qu'il y a un chemin, et que derrière ce chemin, il y a l'attente du public, et qu'il n'est pas seulement qu'une attente à l'égard du journalisme, qui est une attente d'exigence démocratique. Et évidemment, elle n'est pas propre à la France, elle est partout, cette exigence et cette impatience par rapport à des gouvernants qui ne sont pas au rendez-vous de cette attente. Eh bien, dans cette université de Chicago, ils étudient en case study cette année le modèle de Mediapart. Je voudrais développer un autre point avant qu'on échange ensemble. Comme vous le savez, ma biographie est connue. Je ne vis en France que depuis l'âge de 18 ans et les pays qui m'ont fait, c'est mon pays d'enfance, la Martinique, qui était celui de Frantz Fanon, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, et mon pays de jeunesse, qui était l'Algérie, Alger, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai fait ma scolarité, où j'ai passé mon baccalauréat, où j'ai été à l'université au début de mes études. Je suis le produit de cette histoire. C'est elle qui m'a faite, même si je suis né français en Bretagne, je suis le produit de cette histoire. Or, quelle est cette histoire qui est celle des combats anticoloniaux, qui est celle de la guerre d'indépendance ici en Algérie? Parce que ce n'est pas une histoire du passé. Je sais que les pouvoirs qui sont issus des indépendances, partout, ont eu tous tendance à immobiliser ce passé, à le rendre comme un passé antiquaire, comme si l'histoire s'était arrêtée en 62. Et nous, le peuple, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous devons essayer de faire vivre l'actualité de cette histoire. Qu'est-ce qui fait que mes parents ont pu bouger, se déplacer et rencontrer la cause anticoloniale?
Qu'est-ce qui fait que mon père s'est dit je dois aller au service de l'Algérie indépendante et couper les amarres avec la France? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ce moment? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans l'anniversaire de cette année terrible de 1956? Des gens se sont dressés contre des gens conservateurs, aussi bien en France devenus de la droite que de la gauche, qui entraînaient la France dans l'aveuglement des pouvoirs spéciaux, de la torture, de l'aventure de Suez, et de cette brutalité qui va profondément, durablement blesser nos deux peuples. Eh bien pour moi, le mot, qui est un mot actuel pour le XXIe siècle, c'est le mot d'égalité. C'est le mot d'égalité. C'est ce mot-là qui a mis en branle un peuple. Non, une nation n'est pas supérieure à une autre au point d'avoir le droit d'occuper son pays. Non, une civilisation n'est pas supérieure à une autre au point de nier les droits, l'existence, la culture, les croyances d'une autre civilisation. Non, il n'est pas normal qu'un pays qui se réclame des droits de l'homme n'offre pas les mêmes droits à tous les hommes et toutes les femmes. Il n'est pas normal qu'il y ait 2 collèges, que les indigènes ne puissent pas voter comme d'autres. Le moteur qui a fait que des hommes et des femmes se sont engagés est ce moteur de l'égalité. Et ce moteur existera toujours, sous toutes les latitudes. Donc, je dis ça pour la jeunesse qui est ici. C'est un moteur essentiel. Nous naissons libres et égaux en droit, nous avons le droit d'avoir des droits, d'inventer des droits, de nous battre pour des droits. Nous avons le droit de refuser l'injustice, de refuser l'inégalité, de refuser les hiérarchies qui nous assignent à notre origine, à notre naissance, à notre condition. Ce sont des questions très actuelles pour moi, qui sont dans tous mes derniers livres, Dire non, dire nous, et le livre que j'ai fait pour les musulmans, qui aurait pu s'appeler Pour l'égalité, dans le contexte français. Car qu'est-ce qui se passe face à ceux qui n'aiment pas cette dynamique de l'égalité? Ce sont une minorité, ce sont ceux qui se sont appropriés le bien commun, qu'il soit politique ou économique. Donc ils ont peur. Ils ont peur de cette exigence d'égalité qui s'est répandue. Aucune nation n'en est propriétaire et tous les peuples sont habités par ça, parce que c'est humain. On ne supporte pas l'injustice qui serait une injustice de naissance, d'origine, de croyance. Alors, comme ils ont peur que ça les ébranle, quel est leur habillage? On ne fait pas une campagne politique en disant « je suis pour l'inégalité ». Ce ne serait pas populaire. Et du coup, on met un cheval de Troie, on met un habillage. Et la France est un laboratoire exceptionnel de ça ces 15 dernières années. Ben, le cheval de Troie, c'est l'identité. On met un mot identité au singulier. Et on construit un mythe, l'identité au singulier. On dit il y a une identité française, une identité nationale. Et on met ce mot identité pour créer des hiérarchies. Ah, tu n'es pas de la bonne identité, donc tu seras en dessous. Tu ne l'es pas parce que tu es musulman, tu ne l'es pas parce que tu es venu d'Algérie, tu ne l'es pas parce que tu es de conditions sociales inférieures, tu ne l'es pas, et ainsi de suite. Tu n'es pas de la bonne identité. Et donc, il y a un combat qui est essentiel. Restaurer ces causes communes de l'égalité, qui n'ont pas de frontières, qui nous appartiennent à tous, contre cette vision des identités closes, des identités fermées, des identités à racines uniques. Vous fêtez pendant ceci-là un écrivain des Caraïbes, Dany Laferrière, et ce que m'a appris ce voyage des Caraïbes au Maghreb, de Martinique en Algérie, ce que m'a appris l'histoire et l'itinéraire de Frantz Fanon, ce que m'a appris l'œuvre d'un grand monsieur qui est hélas disparu, qui était un ami de Fanon, Édouard Glissant, grand poète, grand philosophe, dont la poétique était une philosophie, c'est que nous devons avoir l'imaginaire de notre monde.
C'est nous qui avons raison. Ce dont je parle, ce sont les crispations d'un vieux monde qui ne veut pas mourir et qui a peur de ce nouveau monde que nous représentons et qui n'a pas encore percé. Nous savons que nous sommes les premières générations à vivre, malgré les drames, malgré les conflits qui sont propres aux périodes de transition. Nous sommes désormais dans un monde définitivement pluriculturel. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes faits les uns des autres. Ce que Édouard Glissant appelait l'identité-relation. Oui, il y a des identités. Oui, on en a tous. On est quelqu'un, on est quelqu'une, on a ce qui nous est en propre, mais ce quelqu'un, ce quelqu'une, il est fait de relations. Il est fait de liens. Une plante qui n'aurait qu'une racine, qui oublierait ses rhizomes, ses radicelles, qui oublierait le terreau dont elle se nourrit, donc des autres plantes, elle va mourir. Nous savons que notre vie profonde, humaine, notre passage sur Terre est fait de liens, est fait de relations. Le français est plein de passagers clandestins qui sont venus de la langue arabe. Dans la presse, je le rappelle toujours aux ignares, je dis « Ah, vous avez été au magasin ce matin? Oui, d'accord. Et vous avez acheté un magazine? Ah, Marcel !» qui est le nom, en plus, au Maroc, vous le savez, on surnomme le pouvoir central, parce que c'est le lieu aussi de l'appropriation de la richesse. Donc, je pourrais en citer d'autres, mais parfois j'ai une ruse en France. On dit, moi, vous savez, je suis un breton d'outre-mer. Je suis breton, mais je n'ai pas vécu en Bretagne, j'ai grandi ailleurs. Mais vous savez comment on dit en français quelqu'un qui ne parle pas bien français? C'est un très vieux mot, 3-4 siècles. On dit, il baragouine. Baragouine, celui-là. Pour dire, il n'est pas de chez nous, il baragouine. Ben, ce mot vient des travailleurs immigrés bretons. Parce que c'était un tiers-monde, la Bretagne. C'était une terre misérable. Et que, même préjugés des gens éclairés de la ville, ils étaient dans la religion. Ah, ces pauvres Bretons. C'était la religion catholique. Mais le même préjugé que vous voyez vis-à-vis de nos compatriotes, de nos citoyens qui assument, et pourquoi pas, ils ont tout à fait le droit, pour moi, leur croyance musulmane. Et donc, ils allaient à la ville, parce que comme on se déplace, parce que eh ben, on veut du travail, on veut une dignité, on veut vivre à sa faim, eh bien, ils ne parlaient pas français. Et en breton, ils demandaient du pain et du vin. Bara, le pain, oui, le vin. Baragouin. Donc on est toujours l'immigré et l'étranger de quelqu'un, c'est une façon pour moi de rappeler ça. Donc je souligne tout ça pour dire qu'au fond, vous connaissez mes combats en France. Je suis français, je ne dois pas me défiler, je dirige un journal. Je pense qu'un journal doit aussi rencontrer son époque. Il ne doit pas seulement faire des révélations, des investigations, des scoops, être au service de ce droit de savoir, mais il doit aussi rencontrer son époque. Et Mediapart, de ce point de vue, rencontre cette exigence-là, cette défense des minorités, ce refus des exclusions, des discriminations. Cette idée qu'il nous faut aussi retrouver une espérance. Dans les débats français, où j'aurais aimé avoir tort, mais hélas tout ce qui s'est passé après Charlie Hebdo, après le 13 novembre, après Nice, et l'épisode ridicule du soi-disant Burkini, l'a montré. J'ai vu cette politique de la peur, cette quête du bouc émissaire. C'est une honte, c'est une misère, c'est une pitié. Ahmed Merabet, qui est tué au bas de Charlie Hebdo, en uniforme de policier français, était musulman, de foi, de croyance. C'était un gardien de la paix française, de la République, musulman. Et il n'a pas été brandi en exemple. Les victimes de Nice, pour un tiers d'entre elles, étaient en lien avec l'Algérie, avec cette histoire propre
chacun, il y a 1000 façons d'être lié à cette histoire, de pratiquer, de ne pas pratiquer, d'être lié dans la famille, comme il y a 1000 façons d'assumer toute histoire culturelle. Je n'assigne personne à une identité en disant ça, au contraire, je revendique la pluralité de ces identités. Mais dans ce moment, une réflexion m'est venue. Il y a eu des discours qui sont très présents aujourd'hui, autoritaires, cette politique de la peur, encore une fois. Et ces discours autoritaires, surtout vis-à-vis de notre jeunesse, la jeunesse des quartiers populaires, la jeunesse du bouillonnement de notre société, avaient tendance à la renvoyer au coin, à lui rappeler que la République, c'est une discipline, c'est une verticalité, c'est une autorité, c'est une obéissance. Et là, je trouve que, en faisant cette réponse-là, et elle ne vaut pas que pour la France, l'Égypte est l'invité de ce salon, ce n'est pas, au contraire, insulter le peuple égyptien, mais penser à lui, que savoir que ces questions-là traversent la situation politique égyptienne aujourd'hui, comme elle traverse la situation turque aujourd'hui, indépendamment de l'idéologie totalitaire de l'État islamique. Hein, cette riposte en miroir, où face à une menace, on invoque au fond la restriction des libertés, on invoque la mise en congé du peuple, où on refuse de faire confiance au peuple, à sa dynamique, où on refuse de parier sur la liberté, comme si la liberté était faible, comme si la liberté était une faiblesse. Et là, vis-à-vis de la jeunesse, c'est une erreur historique. Parce que quand on est jeune, nous avons un âge où, au fond, on est plus encombré, on a plus de bagages. J'ai 64 ans, j'ai des petits-enfants. Ce n'est pas l'âge où, normalement, on risque tout. Mais quand on est jeune, on a besoin d'un au-delà de soi-même. On a besoin d'un idéal. Quand on est jeune, on a besoin de rêver. On a besoin de se dire que le monde n'est pas fermé. On a besoin de se dire que l'on peut bouger, que l'on peut inventer, que l'on peut faire son chemin, que l'on croit au ciel, que l'on ne croit pas. Il y a du spirituel dans nos vies, qui est cet au-delà de nous-mêmes. Comment nous nous élevons, comment nous faisons mouvement. Et c'est cette espérance-là qu'il faut défendre. Nous sommes, dans tout, quelles que soient nos histoires, nous sommes des sociétés qui sont devenues des sociétés d'individus. Nous revendiquons nos libertés individuelles. Et en même temps, nous devons faire du nous. Et pour faire du nous, il faut qu'on retrouve un idéal commun, un bien commun, qu'on retrouve ce mot commun qui n'appartient ni à l'État, ni à l'argent, qui nous appartient. Qu'est-ce que l'on fait ensemble? J'en termine en illustrant cela par une question poignante, qui est la question des réfugiés. J'ai dit, ça a tourné un peu sur le web la semaine passée dans une émission de télévision française, que je trouvais terrible ces phrases qui sont prononcées dans l'espace politique français, qui disent qu'il vaudrait mieux que ces gens-là restent chez eux. Et ceux qui le disent en l'habillant de la manière la plus humaniste disent qu'il vaudrait mieux aider à ce qu'ils restent chez eux. Et comment? Le propre de l'homme, de l'humain, de l'homme, de la femme, c'est de bouger, c'est de mettre un pas devant l'autre. Notre espèce n'a pas arrêté de bouger, de se déplacer, de faire mouvement. D'ailleurs, c'est l'autre synonyme du mot égalité. Je ne suis pas prisonnier, je ne suis pas assigné, je peux bouger, je peux apprendre, je peux faire chemin, me déplacer. Comment nous, les peuples de ce qu'on a appelé l'Occident, qui, comme disait Édouard Saïd, est une création politique, et non pas une réalité géographique, une projection politique de l'Europe sur le monde.
Comment, depuis 5 siècles, nous nous sommes projetés sur le monde. Nous avons été chez toutes sortes de peuples sans demander l'autorisation. Nous continuons par inégalité économique à nous promener partout, à être les touristes partout, voire les prévaricateurs dans la France-Afrique parfois. Et comment? Nous dénierons à d'autres peuples de pouvoir bouger, de pouvoir eux aussi faire mouvement, de pouvoir inventer d'autres espoirs, de partir de la corne de l'Afrique pour pouvoir avoir une vie plus digne, pas seulement du Moyen-Orient. Je pense aux Érythréens, aux Somaliens qu'on a vus à Calais. Avoir une vie plus digne, comme beaucoup de ceux qui ont traversé la Méditerranée et qui font partie de l'histoire commune de la France et de l'Algérie aujourd'hui, ont fait ce chemin-là. Et que leurs enfants et leurs petits-enfants le font d'une autre façon. Se déplacer. Se déplacer. Nous sommes dans ce moment pour la jeunesse, parce que c'est ce que je viens de dire, ce sont des combats pour la jeunesse du monde. Nous sommes dans des moments où nous voyons bien que le vieux monde, qui a toutes sortes de visages, par exemple celui de Donald Trump aux États-Unis, il veut faire des murs, il a peur de ça, il sait très bien qu'on a raison et que c'est la dynamique du monde, du tout vivant du monde, que c'est la dynamique de notre souci du monde, et en plus de notre souci d'un monde fragile, car nous savons, c'est les enjeux écologiques, que notre monde est fragile, que les civilisations peuvent mourir, que les espèces peuvent mourir. Donc nous voulons faire lien ensemble, nous ne voulons pas nous refermer, et du coup eux veulent construire des murs, eux veulent sans cesse construire des murs. Quelques mots que je vous offre en fraternité. Dans le premier livre de Frantz Fanon, qui était psychiatre, qui était avant ses engagements pour l'Algérie, il y a cette phrase formidable où il dit « Je veux chercher la dignité de l'homme, qu'il se trouve, etc. Je cherche le monde du toi, théoi, hein, du tu, hein, fraternel. » Et il a cette phrase « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché, de faire le mouvement. » J'espère qu'un jour, nos deux peuples feront longuement, profondément mouvement ensemble. Merci beaucoup pour cette très éclairante contribution, cher Émile Bennel. On va passer la parole au public. Beaucoup de choses m'ont énormément marqué quand j'ai parlé de la Bretagne natale. On va revenir en mémoire, effectivement, dans les années 1900-1910. Effectivement, la plupart des gens qui vivaient en Bretagne parlaient breton, d'où cette fameuse bande dessinée. Bécassine. Et voilà, Bécassine, qui était... Raciste, profondément, et qui était quoi? Bien, qui venait monter à Paris pour faire, nous n'oublions pas, femme de ménage. Et je peux t'interrompre, dans les premiers dessins, donc elle venait faire une femme de ménage chez les riches, et elle est dépeinte comme... Alors après, la bande dessinée va évoluer, et au départ, elle est stupide, quoi. Puis après, en fait, sa stupidité devient un peu à l'insu de son plein gré et de son intelligence. Mais au départ, elle est surnommée Bécassine par les maîtres qui l'emploient, et en fait, elle a un nom. Et le nom, écrit à la bretonne, c'est là, comme la chaise, la table, la bornée. Elle est bornée. Voilà. Et surtout, dans le dessin, au début, elle n'a pas de bouche. Elle ne parle pas. Et ça me touche parce que j'étais en Bretagne là, pour des conférences vendredi et samedi à Rennes et Saint-Malo avec le vice-président de la région Bretagne. C'est un homme de bien et qui vient de faire un manifeste pour une France pluriculturelle, pour une France multiculturelle que j'ai préfacé. Et alors pourquoi on s'est retrouvés? Ce manifeste dit, voilà, dit ce que nos politiques ne savent pas dire, y compris les propres amis de ce monsieur. Mais j'ai rencontré ce monsieur parce que quand j'ai fait pour les musulmans,
à Saint-Malo, là où il y a le festival Étonnant Voyageur, sur les livres, l'ouverture au monde. Ils ont organisé un grand débat entre ce monsieur qui venait de faire un livre sur qu'est-ce qu'être breton et moi qui venais de faire ce pour les musulmans. Et l'affiche, ils avaient mis Bécassine et, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette autre publicité, Banania, hein, avec le chèche, voilà. Bon, le tirailleur musulman, de fait. Sénégalais. Oui, sénégalais, d'Afrique, oui, voilà, du Mali, ou etc. Voilà, tous ceux auxquels nous dénions l'égalité, la citoyenneté, mais on était prêt à leur demander de venir mourir pour nous. Ah, justement, tu me tends la perche, parce que tu parlais tout à l'heure de, voilà, dans la société, seulement en France, hein, malheureusement, dans d'autres pays dits, pays évolués, pays riches, il y a toute une sémantique comme ça qui s'est construite. D'ailleurs, parfois, certains journalistes ou certains hommes politiques n'arrivent même pas à trouver le mot pour ne pas choquer, ça dépend un petit peu de qui les interviewe, qui est le journal ou la télévision en face. Hein, parce que c'est tel journal, la télévision étrangère ou pas, ça devient, nous dans le monde civilisé, nous dans le monde évolué, nous dans les pays riches, etc. Mais c'est, ils ne sont pas. Tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Le problème c'est que jamais personne ne viendra vous dire de façon très cruelle peut-être, mais réaliste. Voilà ce que tu dois être. Je trouve que les seules personnes qui sont évidemment d'hyper droite, à la limite du fascisme, c'est le mot anglo-saxon qui a été créé, qui s'appelle WASP. White Anglo-Saxon Protestant. C'est-à-dire, je suis blanc, anglo-saxon et protestant. Ça, c'est bon. Voilà la normalité, celui qui est au-dessus des autres. Un petit peu comme la race aryenne. Je dirais que je retire un peu le coup de chapeau parce que ça aurait été clair. Si vous n'êtes pas ça, ben vous n'êtes rien. Hein, vous pouvez rentrer dans vos chaumières, on ne vous accordera aucun droit. Là, donc c'est intéressant parce que c'est l'histoire un peu de l'égalité. C'est l'histoire de la vieille histoire où jamais personne ne pourra définir très exactement qu'est-ce que c'est que l'égalité, qu'est-ce que c'est que le partage, l'équité. Moi, quand j'étais professeur de philosophie, je disais, mais écoutez, mes élèves, ce moment, c'est qu'on sait ce que peut être l'inégalité. L'égalité, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. L'inégalité, c'est quand votre mère partage une tarte et que vous êtes 5 enfants, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez la part de tarte la plus petite. Alors vous dites, c'est pas juste, c'est inégal. Mais pour dire à votre mère, voilà, il faut que ça soit égal, c'est beaucoup plus compliqué, au millimètre près. Bon, c'est intéressant de voir cette question-là, de comment on définit l'égalité, puisque c'est un des 3 termes essentiels au fronton de la République française. Je dis ça parce que, par rapport à ce que tu viens de dire, bon, l'égalité, c'est pas en effet une boîte, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Et on m'a posé la question, là, toujours une émission, on dit à un moment, vous savez, en France, la gauche, bon, voilà, la crise, etc. Et ces émissions, vous savez, de télévision, ça va très vite et tout. Donc la gauche entendue comme les idéaux de liberté, de progrès, de tout ça, personne n'en est propriétaire pour moi. Et ils me disent, mais c'est quoi vous c'est quoi vous? Et alors du tac au tac, j'ai dit, ben, c'est Spartacus. Façon de dire que c'est éternel. Vous connaissez, hein, Spartacus, c'est la révolte des gladiateurs, révolte des esclaves, qui va ébranler l'Empire romain. Et à chaque fois, quand je raconte cette histoire, pour nous faire partager, j'aime beaucoup hein, ces films un peu hein, de péplum, j'aime bien voilà, ces films qui nous font rêver un peu. Et Spartacus, le film avec Kirk Douglas. Et il y a un moment, d'ailleurs la scène est isolée sur YouTube, vous pouvez la voir. Il y a un moment, au début, ils sont défaits, c'est-à-dire que tous les gladiateurs sont encerclés par les légionnaires romains qui ont gagné. Et ils disent aux légionnaires, vous allez tous être crucifiés, vous allez tous mourir, sauf si vous nous dites qui est le leader, qui est Spartacus. Livrez-nous Spartacus. Et si vous nous livrez Spartacus, vous allez être affranchis, etc., etc. Et là, il y a Kirk Douglas,
se dit quand même, je ne vais pas les sacrifier tous pour ma gloriole. Donc il s'apprête à se lever. Et juste avant qu'il se lève, il y en a un qui se lève à côté. Et à chaque fois, je le fais en version originale, c'est un film américain. I am Spartacus. Je suis Spartacus. Puis il y en a un autre derrière. I am Spartacus. I am Spartacus. I am Spartacus. C'est ça ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, c'est ce moment où ce qui semblait fatal, éternel, de servitude, de domination, d'inégalité, tout d'un coup, le même qui avant ne voulait pas bouger se dit non, là, je ne peux plus. Et je pense que ce sera toujours le cas. Il y aura toujours à mener ces combats-là. Je prends un autre exemple. Je viens de publier, et vous avez eu l'amabilité là dans la présentation par le SILA de citer ce livre qui vient à peine de sortir, Voyage en terre d'espoir. C'est un livre où l'Algérie est présente. Parce que c'est un livre à partir de ce qu'on appelle le dictionnaire biographique mouvement ouvrier, mouvement social en France, de 1789 à 1968. C'est le dictionnaire des obscurs, des méconnus, des moins connus, pas les vedettes, pas les héros qui ont leur statut. Tous les gens comme vous, comme moi, qui à un moment ont fait de l'émancipation, ont refusé de l'injustice, ont respecté les uns les autres, la fraternité, ont fait chemin vers l'autre. Car pour moi, le déplacement, c'est faire chemin vers l'autre. Je pense qu'on ne trouve sa propre humanité qu'en allant reconnaître l'autre. Et reconnaître l'autre comme autre. Pas lui demander d'être comme soi. Dans le débat français, en Algérie, vous le savez, il y a ce mot terrible qui fait retour, assimilation. L'assimilation, c'est demander à l'autre de disparaître. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la corruption du débat français, il y a cette obsession sur la visibilité de l'islam. Le foulard, le halal, les lieux de culte. C'est-à-dire qu'en clair, nous voulons bien de musulmans, mais à condition qu'ils disparaissent. Qu'on ne les voit pas comme musulmans. Ce qui est évidemment un scandale et contraire même à ce qu'est la laïcité républicaine, qui est au contraire de dire tu as ta foi, tu as ta croyance, libre à toi. Aucune idéologie ne peut s'imposer, qu'elle soit religieuse ou sans Dieu. Nous faisons chemin ensemble et d'abord nous faisons quelque chose ensemble, peu importe si tu vas à la mosquée, à l'église, à la synagogue ou nulle part. Ce qui importe, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc cette question de l'égalité et du mouvement, je voudrais juste rappeler, parce que, et c'est là où il y a toute une jeunesse en France que nos dirigeants politiques n'écoutent pas, car je la vois, ceux qui se mobilisent contre les discriminations, justement. Ceux qui refusent de courber la tête, ceux qui refusent d'accepter qu'il y ait des contrôles aux faciès, qu'il y ait des discriminations à l'embauche, qu'il y ait des discriminations territoriales. Et je rappelle toujours que, quand j'employais tout à l'heure le mot minorité, on construit des minorités. C'est une construction politique. Le monde ouvrier, par exemple, était au XIXe siècle une majorité. Mais il était construit comme minorité politique. Et au bout d'un moment, les ouvriers, c'est comme ça qu'ils ont inventé la question sociale, les revendications sociales. On dit non, on veut être représentés par nous-mêmes. Tout comme les femmes ont aussi été construites comme minorité politique. Et à un moment, elles décident, elles disent, mais moi je veux exister, je veux voter, je veux prendre la parole, je veux être aussi citoyenne. Comme des peuples étaient en état, étaient construits en état de minorité par la colonisation. Et à un moment, ils ont dit, mais non, on est majeur, on est là. Et on reprend vos idéaux que vous n'appliquez pas, ben oui, nous naissons libres et égaux en droit, ben, nous allons les revendiquer contre vous. Donc pour moi, c'est ça la question, le mouvement, faire mouvement. Et s'il y a un défi, beaucoup de raisons pourraient nous faire penser que l'époque aujourd'hui est très obscure, très sombre, très compliquée. Et moi j'ai tendance, sans être naïf sur ce qui nous menace, la catastrophe écologique, la crise économique, vous le connaissez ici avec le lien entre catastrophe écologique et crise économique, qui est la question
de la dépendance pétrolière et de l'impact sur l'économie algérienne. Donc nous savons toutes ces menaces qui sont très importantes. Mais en même temps, entre cette révolution technologique, entre cette conscience de cette simplicité de ce que nous avons à défendre, ces enjeux démocratiques, ces questions d'égalité, ce lien, cette civilisation globale qui est la nôtre, je pense que pour la jeunesse, c'est un moment de défi passionnant. Parce qu'elle n'est pas obligée de répéter ce qu'ont fait les anciens. Au contraire, elle peut même prendre le meilleur de la tradition que les anciens n'ont pas su faire prospérer, n'ont pas su rendre assez plein de vitalité, et lui redonner un souffle dans notre présent. Et il y a ça, je suis convaincu qu'il y a énormément cela dans la jeunesse algérienne, dans la jeunesse de tout le continent africain, dans la jeunesse de tous ces pays qui se sont mis en branle. Il ne faut pas vous laisser prendre par la dépression qui est de l'autre côté de la Méditerranée. C'est la dépression d'un monde qui doit apprendre qu'il n'y a plus de civilisation supérieure à d'autres. L'Europe a été longtemps habituée à avoir un lien avec le monde qui était un lien du fort au faible. C'est fini. C'est fini. Et évidemment, c'est difficile d'apprendre à construire une relation nouvelle avec le monde, qui ne soit plus celle de la supériorité. L'extrême droite est le produit de cette crispation, comme Trump est le produit de cette crispation. C'est la crispation de céder là-dessus, de ne pas comprendre. En effet, les États-Unis, un jour, vont parler presque majoritairement espagnol. Le monde bouge. Et d'où l'idée qu'ils voudraient mettre encore plus un mur face au Mexique et pas seulement face aux musulmans. Et il est vrai, un jour, ici, la vitalité démographique du Maghreb sera beaucoup plus importante que celle qu'il y a en France, et avec des ressources immenses du territoire algérien. L'histoire sera différente. Et donc, est-ce que c'est une fatalité? Non. Est-ce que c'est un drame? Non. C'est justement l'obligation d'inventer ce vivre en relation de ce que Édouard Glissant appelait le tout-monde, le souci du tout-monde, du tout-vivant du monde, de la fragilité du monde. De ne pas être, je suis trop long, je m'en excuse, mais d'être dans l'idée que vous voyez bien que par rapport aux menaces sécuritaires, ces réponses à court terme, ces guerres, la catastrophique intervention française, pour des raisons probablement douteuses, obscures, que Mediapart documente en Libye, qui a détruit et plongé la Libye dans un désordre infini et répandu un arsenal sur toute la région. La Libye possédait autant d'armes que toute l'Afrique entière, et des armes en très bon état, grâce à la richesse pétrolière. Les interventions qui se sont multipliées depuis 2012, qui sont des interventions sans but de guerre. Les militaires le savent, pour faire la guerre, il faut un but. La guerre ne peut pas être une fin en soi, sinon c'est une guerre sans fin. Et une guerre sans fin fait qu'il y a de la guerre derrière, et qu'il y aura encore de la guerre, et que des massacres amèneront des massacres, et que des massacres, au nom d'une idéologie totalitaire qui se revendique indûment de l'islam, provoqueront en retour des bavures, des dommages collatéraux, et ainsi de suite. Que le ressentiment sera de tous les côtés. Et le ressentiment, c'est la perte de l'espoir, c'est la perte de la fraternité, c'est la quête du bouc émissaire, c'est la soif de vengeance. Et donc, nous devons nous interroger. Est-ce que ces réponses de court terme, de force, ces ventes d'armes que nous faisons, nous, la France, à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, sont pertinentes? Ou aux Émirats? Est-ce que, au contraire, elles ne prolongent pas le désordre du monde? Ce sont toutes ces questions que nous essayons de porter à Mediapart. Et même si cela dérange, même si cela bouscule, je pense qu'on ne réfléchit qu'en étant bousculé. Youssef rappelait qu'il a été enseignant. Un professeur, il ne vous donne pas des solutions. Il vous met des problèmes et il vous demande d'essayer de résoudre un problème. S'il vous donne des solutions, vous ne travaillez pas. Eh bien pour moi, un journal digne de ce nom,
il doit mettre des problèmes sur la table. C'est le peuple qui aura la réponse. Mais nous ne devons pas hésiter à mettre les problèmes sur la table. Et quand des dirigeants politiques veulent empêcher que l'on mette des problèmes sur la table, c'est qu'ils ont peur. C'est pour ça que la question de la liberté de la presse, de son intégrité, de sa pluralité, n'est pas une question corporatiste. Elle vous concerne tous. Elle concerne profondément, vitalement, l'écosystème d'un pays, l'écosystème de sa démocratie. Le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs face au pouvoir. Merci. Tenir un peu, moi je viens de France et de Nantes et je suis très heureuse d'être ici pour respirer un peu. Et je vais oser baragouiner une question parce que j'ai appris en m'installant à Nantes ce que veut dire baragouiner. Je ne demande pas de pain et de vin, mais je vais aller directement à ma question. C'est, vous savez, le climat qui règne en France actuellement, délétère, étouffant, inquiétant. On est content d'avoir des voix comme la vôtre, comme celle de Mediapart, une des rares voix. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez des soutiens? Parce que notre inquiétude, c'est que maintenant, enfin, l'illusion d'une presse libre, d'un espace démocratique se réduit comme peau de chagrin. Et cette main invisible, enfin qu'on n'était pas censé voir, elle est de plus en plus apparente et qui crie tout haut. Donc on qui faire confiance dans ce pays de la liberté d'expression. Enfin, des journaux qu'on lisait autrefois, maintenant quand on sait la tuyauterie qui est derrière, les sous qui sont derrière, et de plus en plus apparent, on est inquiet. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à la presse, la liberté de la presse en France maintenant, à part les espaces comme les vôtres. Voilà. Merci. On va prendre plusieurs questions en même temps. Oui, on va se les regrouper. Le monsieur là-bas, la chemise à carreaux. Je vous remercie pour cette conférence. Donc, j'ai juste quelques points à vous poser. Donc, tout d'abord, bon, sur le plan, si vous voulez, sur le plan idéal, donc on voit bien que votre discours est tenable, il est bien joli parce que, si vous voulez, cette égalité des identités au sein du même pays, c'est bien, et même c'est parfait. Et même, est-ce que vous ne croyez pas que la réalité, ou alors la réalité objective, si vous voulez, dit comme le contraire, parce que, en fin de compte, en France, dans un pays comme France, il est réellement que l'identité française, qui est judéo-chrétienne, que l'on veuille ou pas, elle est effectivement différente des autres et elle est même prioritaire par rapport aux autres. On ne peut pas réclamer directement qu'une identité comme l'identité islamique soit égale aux autres. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que là, on confond une égalité, voilà, l'égalité à l'égalitarisme? Et à partir de là, est-ce que vous ne croyez pas que là, on est en train de nourrir un certain, comment dirais-je, un faux espoir chez les jeunes d'Algérie et des pays du tiers-monde de vouloir aller partir aux autres pays pour avoir un certain rêve, pour pouvoir réaliser certains rêves, etc. Et qu'on pourra, quand ils arriveront là-bas, ils auront tous les droits comme les autres Français normaux, alors que la réalité est le contraire. Il est très difficile d'accéder au travail là-bas et achever ses études, etc. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que là, ce discours nourrit un faux espoir chez les jeunes? Troisièmement, est-ce que vous ne croyez pas que d'un côté, nous avons la levée du discours du Front National de l'extrême droite qui, quand vous dites, qui est axé principalement sur la question de l'identité et qui privilégie effectivement l'identité française, et donc qui, d'une façon ou d'une autre, qui exclut l'élite algérienne qui est là-bas. Nous avons des statistiques vraiment hallucinantes des Algériens partis depuis les années 90 en France et qui sont là-bas maintenant, des médecins, des juristes, des notaires, etc. Enfin, la crème des Algériens sont tous là-bas en France. Donc, cette élite-là, elle est marginalisée par le discours du Front National, mais d'un autre côté, n'oubliez pas qu'il y a un besoin chez les Algériens que cette élite-là revienne au pays pour qu'elle puisse travailler son propre avancement. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est mieux que chaque élite reste dans son pays et travaille sur son propre pays? Et il est clair que si l'on prend cette position-là, votre discours de l'égalité des identités ne tient pas route. Et juste dernièrement, qu'est-ce que vous pensez
de la censure que Kamel Daoud a reçue en sein même de la France. Qu'est-ce que vous comprenez pour cette conférence? Moi, je pense que l'espoir et le rêve sont encore permis dans cette période jugée sombre. Et un vent nouveau est en train de souffler justement du continent noir qu'on a cru meurtri et affaibli à jamais. Que pensez-vous justement 3 pays d'Afrique viennent de claquer la porte à la Cour pénale internationale. Quelle est votre opinion là-dessus? Et merci encore une fois.